Je ne supporte plus les ayatollahs du confinement qui n'ont pas plus de légitimité aujourd'hui et sûrement pas de légitimité scientifique pour dire qu'il faut tout fermer et que comme ça on va gagner contre l'épidémie. On gagnera contre l'épidémie si effectivement on est vigilant sur un certain nombre de contacts, si on a des vaccins rapidement et si on met notre hôpital en capacité d'accueillir correctement les malades. Aujourd'hui, je vous propose un invité qui va prendre ma place ici, le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, que vous connaissez sans doute parce qu'on entend pas mal sa voix en ce moment. Il est syndicaliste, il se bat contre la logique de rentabilité à l'hôpital et pour des politiques publiques qui enfin nous permettent de nous sortir de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. « 37e Inspiré Expiré en cette rentrée 2021. Et bien sûr, on a tous en tête, et toutes et tous en tête, la question du Covid, du confinement possible, de la situation sanitaire, de crise dans laquelle nous sommes plongés depuis bientôt 1 an. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer d'écouter Christophe Prudhomme, qui est urgentiste et qu'on entend pas mal ces temps-ci, qui est syndicaliste aussi, et qui peut nous donner son point de vue à la fois sur l'état de l'hôpital, sur ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la logique de rentabilité qui aujourd'hui gangrène le monde de la santé, et aussi sur le confinement possible, est-ce qu'il est souhaitable. C'est un vrai débat de société aujourd'hui et j'ai très envie que nous l'écoutions ensemble. Alors juste pour démarrer, donc Christophe va prendre ma place, puisqu'on ne peut pas être l'un à côté de l'autre trop près avec les règles sanitaires. Donc on essaye un exercice où je vais l'interroger, il est là et ensuite il prend ma place, je l'écoute, nous l'écoutons et je recommence à lui poser quelques questions. Alors pour démarrer, c'est vrai que je me demande dans quel état est aujourd'hui l'hôpital, parce qu'au démarrage de du premier confinement et au tout début de la crise, on était tous avec nos casseroles, on tapait très fortement pour dire notre solidarité. On a pris conscience de l'état de délabrement de l'hôpital public, qui d'ailleurs a contribué fortement à ce que nous ne puissions pas faire face, parce que s'il y avait eu suffisamment de mou dans l'hôpital, suffisamment de lits, on n'aurait pas été dans une crise aussi massive. Et donc je me demande maintenant où on en est, où il y a eu justement le fameux Ségur de la santé qui n'a pas promis grand-chose, mais est-ce que le peu qui a été promis finalement, est-ce que c'est là? Et puis quel est l'état psychologique dans l'hôpital, sachant que nous payons plusieurs décennies de politique publique. On sait qu'en 20 ans, on a perdu 100 000 lits, c'est considérable parce qu'il y avait cette logique de concentration, notamment autour des métropoles, pour essayer de rationaliser les choses. Au final, on a perdu 100 000 lits et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a aussi diminué l'argent pour l'hôpital public. En 2018, je me souviens encore de ma collègue Caroline Fiat à l'Assemblée nationale s'époumoner devant cette assemblée qui a appuyé pour une baisse de 1 milliard d'euros pour l'hôpital public, avec à la clé encore moins 7 400 lits au démarrage sous cette Macronie. Et puis là, le Ségur, 1 an de crise, où est-ce qu'on en est tout simplement pour l'hôpital public? Je sais qu'en Île-de-France, on a par exemple ce projet qui risque d'arriver très très vite, où on réunit 3 hôpitaux dans l'Essonne pour en faire un gros à Saclay, et qu'au passage, c'est probablement 500 lits en moins qu'on va avoir. Donc est-ce qu'on continue d'aller dans le mur? Comment va le moral des personnels hospitaliers? Comment est-ce que ça peut tenir? Donc la situation de l'hôpital est celle d'une tension très forte. Cette tension n'a pas diminué depuis maintenant 1 an. Même si cet été nous avions un petit peu moins de malades, l'été on a moins de personnel, donc on était déjà en tension. Le nombre de lits de réanimation occupés, même s'il avait baissé au mois de décembre, est resté à un seuil élevé. Et aujourd'hui, ça augmente. Alors c'est pas une vague, mais ça augmente avec un personnel qui est fatigué. Et surtout, nous n'avons eu aucune réponse du gouvernement à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Le Ségur n'a apporté qu'un petit peu de beurre dans les épinards, sans
183 €, c'est toujours bon à prendre. Mais d'une part, tout le monde ne les a pas eu, 183 €. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, en particulier du médico-social, qui sont en grève et qui attendent ces 183 €. Et surtout, le Ségur n'a pas réglé le problème des capacités de l'hôpital, les lits de réanimation. Nous attendons toujours les 12 000 lits promis par monsieur Véran en juillet dernier. Nous sommes toujours, on calcule toujours l'occupation, le taux d'occupation des lits sur le nombre de lits qui est de 5500. C'est-à-dire un nombre de lits très insuffisant à ce dont on a besoin déjà en période normale. Alors il faut comprendre que quand on a quelques milliers de malades en plus, eh bien le système est à la limite de la rupture. Et si effectivement nous sommes, nous personnels soignants, fortement impactés par le virus et que les arrêts de travail se multiplient, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'hôpitaux, là récemment à Compiègne, à Dieppe ou à Arras, eh bien, le système va craquer. L'espoir qu'on a maintenant, Christophe, c'est avec le vaccin, la possibilité de sortir de cette situation d'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Or, ce que l'on voit à l'échelle internationale, c'est que le brevet sur le vaccin ne relève pas du bien commun, et donc ce sont finalement des firmes qui jouent avec, et on l'a vu avec la fameuse 6e dose de Pfizer, des pouvoirs publics qui sont brinque-ballés selon le bon vouloir de grands groupes qui, eux, cherchent d'abord à faire du profit, avant en tout cas de préserver la santé du plus grand nombre. Donc on est dans cette logique de rentabilité et non pas de bien commun. Pourtant, il y a des outils juridiques, je t'ai entendu en parler. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir utiliser des brevets et de les mettre au service de nous toutes et tous et non pas au service du capital, et aussi comment est-ce qu'on peut les fabriquer concrètement de façon plus efficace? Donc, les vaccins sont une des armes à notre disposition. C'est pas l'arme absolue, mais c'est une arme beaucoup plus efficace que le confinement. Or, aujourd'hui, si on peut se féliciter que ces vaccins soient arrivés rapidement en production. Le problème aujourd'hui, c'est comment organiser une production massive de ces vaccins. Et on voit bien là les limites de l'organisation des laboratoires pharmaceutiques. Laboratoires pharmaceutiques qui pensent avant tout à la concurrence entre les différentes entreprises et surtout à la préservation de leurs intérêts financiers par le biais des brevets. Or, aujourd'hui, le dispositif juridique existe à la fois au niveau mondial et au niveau français pour pouvoir accélérer la production de ces vaccins. C'est d'une part un article qui relève de la législation de l'Organisation mondiale du commerce, donc sur la propriété industrielle, et donc cet article 31 qui date de 1994 permet de supprimer les droits sur les brevets. C'est ce qu'on appelle la licence d'office ou la licence obligatoire, c'est-à-dire que les vaccins deviennent des médicaments génériques, c'est-à-dire que les firmes sont obligées de publier les résultats de leurs recherches et de fournir à leurs concurrents, mais en fait à toutes les entreprises qui sont capables de produire les vaccins, eh bien les données pour que toutes les usines qui sont capables de produire les vaccins dans le monde les produisent. Alors, ça n'est pas nouveau puisque ce dispositif a déjà été utilisé par un certain nombre de pays, dont l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, pour produire les médicaments contre le sida. Donc c'est possible, ça dépend d'une décision politique. Deuxièmement, a-t-on suffisamment d'usines? Ben oui, bien sûr. On a vu que le PDG de Sanofi a répondu à la demande du gouvernement français et généreusement, au bout de 15 jours, nous a annoncé qu'il mettait à disposition une de ses usines en Allemagne pour produire le vaccin Pfizer. Ce n'est pas suffisant. Plusieurs usines Sanofi, en France, sont capables de produire des vaccins. J'ai contacté des responsables de ces entreprises, et des dirigeants syndicaux qui m'ont confirmé qu'il existait une usine près de Lyon, à Marcy-l'Étoile, une autre en Normandie, à Val-de-Reuil, qui était capable de produire ces vaccins après quelques aménagements qui prendraient quelques semaines. Et comment obliger effectivement Sanofi et les autres laboratoires en Europe à produire ces vaccins? Eh bien, le gouvernement français, dans la loi sur l'urgence sanitaire qui a été votée au mois de mars, a prévu la possibilité de réquisitionner les entreprises dans une situation de crise comme celle qu'on connaît. Donc, plus de brevets, licence d'office, réquisition des entreprises. On peut penser aujourd'hui que si M. Macron, avec Mme Merkel,
impose l'application de l'article 31 de l'OMC, la Commission européenne sera obligée de suivre. Et c'est un enjeu de santé publique européen et mondial. Parce que si on ne produit pas suffisamment de vaccins pour vacciner à la fois dans les pays riches et développés et également dans les pays pauvres, on n'arrivera pas à se débarrasser de l'épidémie. Parce que le virus ne connaît pas les frontières. Donc si on laisse l'épidémie fuser dans les pays pauvres, d'une part, on risque d'avoir l'émergence de variants, parce que plus l'épidémie dure, plus il y a de variants, donc d'être en difficulté vis-à-vis des vaccins. Et deuxième chose, c'est que si les pays pauvres ne sont pas vaccinés, eh bien le virus continuera à circuler et reviendra dans les pays riches avec des variants. Et donc même si on est vacciné, on risque d'être contaminé. Donc voilà, donc il y a une urgence à produire massivement des vaccins pour vacciner massivement la planète, sachant que de toute façon, on risque d'avoir un virus qui circule pendant 2-3 ans et peut-être qu'on sera obligé de se vacciner chaque année, comme pour la grippe saisonnière. J'entends tout à fait ta préoccupation que je partage d'une vaccination le plus vite possible et la plus massive possible pour nous éloigner de ce climat épouvantable de crise sanitaire et donc pour faire reculer la maladie. Mais pour autant, on sait qu'aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de personnes s'interrogent sur ce vaccin, ont de la défiance, qui à mon avis est le reflet d'une défiance à l'égard des institutions, qui finit par toucher aussi la parole scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? On sait qu'un certain nombre de scandales, comme le Mediator ou d'autres, ont mis à mal le rapport à la médecine, à la science. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes celles et ceux qui disent « je ne veux pas être vacciné parce que j'ai peur de ce vaccin, parce qu'il toucherait, par exemple, chose que j'ai entendue, à notre ADN, bref, qu'il serait d'une nouvelle génération qu'on ne connaîtrait pas et qui donc pourrait être un danger pour les individus ». Qu'est-ce que tu réponds à ça? Donc il est légitime que tout un chacun puisse avoir une suspicion vis-à-vis d'un médicament. Un vaccin est un médicament. Donc un médicament a toujours des effets secondaires. La question, c'est de toujours examiner le rapport bénéfice-risque. Est-ce que les bénéfices sont supérieurs aux risques évidents au départ, aux risques potentiels? Il est clair que la vaccination au fil du temps est ce qui a permis d'améliorer la santé de la population. Ce n'est pas, il y a deux facteurs qui ont permis d'améliorer la santé de la population depuis un siècle et demi. C'est la qualité de l'eau et les vaccins. Voilà, puisque dans toute famille, il y avait des gens qui mouraient en bas âge de maladies infectieuses. Et donc, depuis la vaccination, on n'a plus cette mortalité précoce. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a la nouvelle technique de production du vaccin est une technique qui n'est pas tout à fait récente. Les laboratoires travaillent depuis 10 ans dessus. Les médicaments qui ont été testés avec cette technique jusqu'à présent ne se sont pas avérés d'une efficacité fantastique. C'est la raison pour laquelle très peu ont été mis sur le marché. Là, l'intérêt de cet ARN messager, c'est la capacité à produire rapidement un vaccin, on l'a vu. Alors on pouvait être inquiet, mais ça ne touche pas à l'ADN. C'est une technique qui permet de produire des protéines qui vont effectivement provoquer une réaction immunitaire. Et là, cette réaction immunitaire, ça permet de produire ce qu'on appelle les anticorps, qui vont, c'est les soldats blancs qui vont se battre contre les soldats noirs que sont le virus. Voilà. Donc cette technique, aujourd'hui, on l'a vu, parce que quelques dizaines de milliers de personnes vaccinées, on peut être inquiet. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de personnes ont été vaccinées et on se rend compte que les effets secondaires de ce vaccin sont similaires aux effets secondaires des autres vaccins. Alors moi, je ne peux pas garantir qu'à distance, à 20 ou 30 ans, il ne puisse pas y avoir d'autres effets secondaires. On l'a vu avec d'autres médicaments. Mais le bénéfice immédiat de la vaccination est très supérieur au risque qu'on peut éventuellement envisager à distance. Donc, il faut prendre ce risque aujourd'hui, à la fois individuellement, mais aussi pour la collectivité. Parce que je comprends que des gens soient réticents vis-à-vis de la vaccination. Mais attention, on vit en société. Donc, moi, je rappelle toujours que quand j'étais jeune étudiant, on a annoncé l'éradication de la variole. Le premier vaccin contre la variole, c'était 1796, Édouard Jenner. On a mis 2 siècles pour éliminer la variole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vacciné toute la population. Quand il y a une partie de la population qui refuse de se faire vacciner, eh bien, on n'arrive pas à éradiquer un virus ou une bactérie. Et au moment où on éradiquait la variole, je me rappelle, mon professeur de maladies infectieuses disait « En l'an 2000, on aura éradiqué la rougeole ». Sauf que on a connu, à la fin du XXe siècle, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites sur un certain nombre de vaccins, un mouvement anti-vaccinal
qui a limité la vaccination contre la rougeole. Et ces dernières années, eh bien, j'ai pris en charge des gens en France qui ont fait des formes graves de la rougeole et qui en sont morts. Voilà. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et il faut surtout penser au collectif. On peut penser à soi, mais on se vaccine à la fois pour soi, mais aussi pour la collectivité et on vit en collectivité. Donc, ne privilégions pas à tout prix les valeurs individuelles contre le collectif, quand le rapport bénéfice-risque est dans l'intérêt du collectif. En attendant que tout le monde soit vacciné, en fait, la question d'un nouveau confinement est posée dans le pays. Pour l'instant, Emmanuel Macron semble temporiser, donnant l'impression qu'il fait le chef d'orchestre qui n'est pas favorable à ce reconfinement, mais essentiellement pour des raisons économiques, comme si on était des homo economicus et qu'il fallait faire très attention à ne pas briser la chaîne. Et d'ailleurs, on le sait dans le choix de ce qui est fermé, de ce qui est ouvert, à quel point ce n'est pas la vie qui est privilégiée, mais plutôt métro, boulot, dodo. Mais la question du confinement, y compris pour le médecin que tu es, et je t'ai entendu en parler, pose question parce que les effets de dépression, d'anxiété, d'état de santé mentale, qui ont des répercussions aussi sur la santé tout court, elles sont très importantes et elles doivent être aussi entendu. Je prends deux chiffres qui, moi, m'ont beaucoup marqué. En Seine-Saint-Denis, on a une augmentation de 150% de prise d'antidépresseurs, en plus 75% aussi d'anxiolytiques qui sont pris. Donc c'est considérable, ça veut dire qu'il y a une explosion d'un recours à des médicaments pour éviter de sombrer dans la dépression ou dans l'angoisse profonde. Et à l'hôpital Necker, qui s'occupe des enfants de moins de 15 ans, on a observé un doublement des entrées pour tentatives de suicide, donc chez des jeunes et parfois même des très jeunes de 11 ans ou de 12 ans. Donc on a une situation préoccupante, en particulier pour la jeunesse, mais pas seulement, pour la société tout entière, avec des répercussions très importantes. Donc là aussi, bénéfice-risque, je trouve que la question mérite d'être posée, surtout qu'à chaque fois, c'est un confinement total ou situation plus tranquille. Est-ce qu'on n'a pas des mix qui pourraient être plus intelligents et nous permettre de survivre à cette crise dans des formes qui soient des formes qui ne nous tirent pas vers le bas à ce point, tel qu'on l'observe avec ce que les phases de confinement produisent. Voilà, donc comme tu le disais, Clémentine, on en revient à la question du rapport bénéfice-risque sur le confinement. Le confinement brutal, c'est un peu l'arme atomique. C'est-à-dire que oui, quand on confine tout le monde et qu'il n'y a plus d'interaction sociale, c'est efficace. Mais avec quelques effets collatéraux, comme la bombe atomique. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces effets collatéraux sont peut-être supérieurs aux bénéfices du confinement tel qu'on l'a connu. En tout cas, on voit bien qu'entre les pays qui ont confiné et ceux qui n'ont pas confiné, finalement, l'épidémie a suivi son cours de la même manière. Donc, il faut être beaucoup plus intelligent qu'on ne l'a été jusqu'à présent sur cette question du confinement. Ce qui est clair, c'est qu'il faut effectivement être vigilant sur les interactions sociales, le nombre de personnes qu'on rencontre, où les rencontre-t-on, s'ils sont fragiles, prendre des précautions. Mais ce sont des précautions qu'on a oubliées dans la vie courante parce que on aurait sûrement moins de morts de la grippe chaque année si effectivement, comme le font les habitants en Asie, on portait le masque quand on a la grippe l'hiver. Parce que la grippe, chaque année en France, c'est entre 5 et 20 000 morts. Voilà, on l'a un petit peu oublié. Donc aujourd'hui, les mesures intelligentes seraient plutôt de convaincre les gens que, par exemple, pour les vacances là de février, eh bien, vaut mieux organiser ces vacances un petit peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de chez soi. On peut y compris changer de région, mais si on change de région, plutôt rester en famille, dans une maison où on reste entre soi et en ayant peu de contact avec l'extérieur, ou en tout cas on va faire ses courses mais en se protégeant. Il est clair qu'il faut être vigilant, il n'y a pas la même situation dans les Alpes-Maritimes et en Bretagne. Si beaucoup de gens vont en Bretagne en provenance des régions fortement contaminées, on va voir que la Bretagne va voir aussi sa situation évoluer défavorablement. Donc c'est plus être vigilant au quotidien, mais sûrement pas des mesures coercitives nationales qui sont incomprises et qui finalement ont plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Voilà, donc il n'est pas question de revenir au confinement qu'on a connu au mois de mars-avril et il vaut mieux
apprendre à vivre différemment plutôt que d'imposer des mesures administratives qui sont mal comprises. Aujourd'hui, par exemple, porter le masque dans la rue, moi je fais partie de ceux qui considèrent que ça ne sert à rien. Par contre, il vaut mieux convaincre les gens que quand ils rencontrent des amis qu'ils voient peu souvent, plutôt les rencontrer dehors ou à la maison. Si on mange pas ensemble, conserver le masque si on le peut. Voilà, ce sont des choses assez simples, mais on pourrait rouvrir les musées comme l'ont fait un certain nombre de pays. Il y a moins de risques dans un musée que dans un centre commercial. Donc voilà, donc c'est un débat qu'il faut avoir toujours sur l'aspect bénéfice-risque. Voilà. Et moi, je ne supporte plus les ayatollahs du confinement, qui n'ont pas plus de légitimité aujourd'hui et sûrement pas de légitimité scientifique pour dire qu'il faut tout fermer et que comme ça on va gagner contre l'épidémie. Non, on gagnera contre l'épidémie si effectivement on est vigilant sur un certain nombre de contacts, si on a des vaccins rapidement et si on met notre hôpital en capacité d'accueillir correctement les malades. Bon, pour conclure, de toute façon, chacun et chacune peut observer les aberrations actuelles. Moi, j'étais au marché de Sevran samedi, voilà, enfermée à l'intérieur du marché et c'était blindé de monde. J'ai évité le jour de prendre un bus parce qu'au moment où j'allais mettre mon pied dedans, c'était tellement blindé que j'en suis ressortie. Et pendant ce temps-là, en effet, on ne peut pas aller dans les musées, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas faire beaucoup de choses qui ne paraissent pas, de ce point de vue, plus dangereux. Donc, ce qui compte, en effet, ce sont d'abord les gestes barrières, peut-être des éléments de roulement comme nous les avons proposés, mais pas de tout fermer, de fermer la vie et au final ne plus vivre pour pouvoir vivre. On voit bien comment il y a une absurdité dans cette affaire-là. Donc décidément la vie, mais la vie être vivant, pas simplement être en vie. Merci à Christophe Prudhomme de nous avoir accompagnés dans ce Inspirer-Expirer. Et ça nous rappelle que c'est pas mal d'avoir les idées claires sur à la fois ce que pourraient faire les politiques publiques pour être vraiment agissantes et combien aussi la logique du capital est contraire à notre santé, à la vie, combien les intérêts du capital sont contraires à la logique de soins. Et pour terminer, je dirais que le gouvernement, lui, est dans une espèce de cacophonie, l'impression qu'il navigue à vue. Et c'est ça aussi qui ne rassure pas, qui ne donne pas confiance. C'est que non seulement il s'enferre dans la logique néolibérale, mais en plus, chaque jour qui passe, on se dit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et ça, c'est vrai que c'est terriblement inquiétant. Donc, raison de plus pour essayer, nous, de réfléchir et d'agir collectivement pour espérer ouvrir l'horizon enfin.